Et alors, dans un Planspiel, on a une dynamique particulière qui fait qu'on a des sous-groupes et puis des moments en commun. Bienvenue dans le podcast vidéo On Air, the podcast series of the University of the Greater Region Center for Border Studies. Ceci nous amène dans le vif du sujet, les cultures de planification. Merci d'avoir fait la transition. On a déjà parlé à plusieurs reprises du Planspiel que nous avons fait. C'est une des méthodes qu'on a choisies pour justement analyser les différentes cultures de planification dans la grande région. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que nous faisons ça? Je propose peut-être que Béate, qui était là à l'origine du groupe, explique pourquoi cette méthode a été choisie. Et puis je peux éventuellement rebondir sur l'activité. Sehr gerne. Tatsächlich kann man bei Planungskulturen von 3 verschiedenen Ebenen sprechen, zumindest haben das Wissenschaftler getan. Knieling und Otengrafen hatten eine Veröffentlichung und da haben sie gesagt, es gibt eben neben den sehr leicht feststellbaren Elementen auf der obersten Ebene, wie zum Beispiel, wie sehen die Pläne aus, was sind die Inhalte, welche Gesetze gibt es, also die Bereiche, die man sehr, sehr leicht nachlesen kann oder vergleichen kann, weil es schriftlich da Informationen dazu gibt, gibt es aber auch Bereiche wie der Planungskontext und der gesellschaftliche Kontext, die auch in diese Planungskultur mit reinspielen. Und der Planungskontext ist vielleicht auch schon noch leichterer nachlesbar oder, mir fehlt das Wort, wie kann man sagen, greifbar. Wahrnehmbar, greifbar, genau. Aber der gesellschaftliche Kontext ist etwas, das sind halt so Werte, Haltungen und so weiter, die man gar nicht so leicht schnappen kann, analysieren kann. Und da ist uns dann die Idee des Planspiels gekommen, weil das eben eine Methode ist, mit denen man Personen in einen Kontext bringt, der abstrakt ist, aber trotzdem, wenn man die Rollen verteilt, wie sie den Rollen entsprechen im Alltag. Also wir haben Planungspraktiker eingeladen, die eben die Rolle eines Planungspraktikers einnehmen, aber in ein bisschen fiktiven Umgebung. Ich habe hier auch einen Plan dabei von unserem Planspiel. Da haben wir eine Grenzregion, eine fiktive Grenzregion geschaffen, wo dennoch alle Teilregionen eben von der Großregion repräsentiert sind, aber wir haben die Grenzen ein bisschen verschoben. Wir haben ein Setting geschaffen, wo alle Grenzregionen beieinander liegen, nebeneinander liegen, benachbart sind und einen kleinen Teilbereich geschaffen, wo eben geplant werden sollte, wo ein grenzüberschreitendes Projekt geschaffen werden sollte als Aufgabenstellung und haben die Planer eben eingeladen, aber ihre Rolle als Planer des eigentlichen Landes oder der Region zu nutzen und zu spielen und haben damit nämlich die Möglichkeit gehabt, dann eben zu schauen, wie agieren sie wirklich beim Beobachten in der Praxis. Weil diese Werte oder Werthaltungen oder so kann man eigentlich nur beobachten, wenn man sie in der Praxis sieht. Und deswegen haben wir gedacht, wäre das Planspiel eine gute Methode, um eben auch diese Elemente der Planungskultur, die sonst eben nicht so leicht tangible, erreichbar, messbar sind, zu beobachten. Vielleicht ganz kurz, bevor ich dir das Wort gebe. Du hast eben davon gesprochen, wie die einzelnen oder welche Rolle die einzelnen Teilnehmer spielen. Ihr habt euch ganz bewusst von Anfang an dagegen entschieden, ein Rollenspiel daraus zu machen. Das heißt, jeder, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt jeder die Rolle, die er auch im richtigen Leben spielt. Genau. Wieso diese Wahl? Wieso habt ihr euch dafür entschieden? Damit wir genau sehen können, was sie denn eigentlich in der Praxis auch tun. Als Forscher sind wir eben nicht in der Planungspraxis tätig und in dem Spiel, wo sie ihre eigene Rolle spielen, haben wir gehofft, dass wir dann eben auch, dass sie doch automatisch ein bisschen das zeigen, was sie auch in der Praxis umsetzen. Und wir wollten eben auch forschend beobachten, was sie tun. Es war nicht nur gedacht als Lehr- oder als Austauschraum für die Praktiker, sondern wir wollten eben genau versuchen, diese Elemente zu finden. Aber vielleicht kann Hélène, comment est-ce qu'on a ensuite développé
le Planspiel. Développer, oui. Donc moi, quand je suis arrivée en 2018, j'ai découvert une première version, puisque vous aviez, je pense, fait un premier test en 2016 ou 2017 avec une première version. Il faut savoir que la méthode du Planspiel, je m'y suis intéressée du coup, puisque je travaille tout ce qui concerne l'enseignement et la formation des enseignants et des géographes. C'est vraiment une méthode qui est apparemment très utilisée, notamment en Allemagne, et pas du tout dans les pays francophones. D'ailleurs, il n'y a pas de traduction française pour le terme Planspiel, ni Planning Game, qui est assez proche que l'on utilise, mais qui peut aussi avoir une signification différente. Et donc, au final, j'utilise le terme Planspiel, comme ça, on sait de quelle méthode il s'agit. Et effectivement, je suis arrivée avec toutes mes questions de didactique et de pourquoi faites-vous ceci, pourquoi faites-vous cela. J'ai eu le surnom de Madame Pourquoi et qui vous déstabilisait par le fait que vous faisiez ça de manière empirique, parce que je pense que tu avais testé un Planspiel et c'est sur base de cette idée que ça a été instauré comme ça. Et alors, pour l'historique, l'objectif, comme tu l'as expliqué, était vraiment un objectif de recherche. Et donc, les deux premiers Planspiel ont été organisés uniquement avec des praticiens, uniquement dans l'idée de répondre aux questions de recherche que nous pourrons détailler spécifiques sur l'aménagement du territoire. Évidemment, je suis arrivée aussi avec le regard de didactique et on s'est rendu compte aussi rapidement, puisque j'ai eu la chance de participer au deuxième avec les outils que tu as présentés et les diverses améliorations qui ont déjà pu être apportées, de se rendre compte que les participants eux-mêmes retiraient énormément de choses de l'expérience. Et en faisant mes recherches, en fait, le Planspiel est surtout utilisé dans la formation. Et la recherche vient, mais en troisième lieu. Et donc finalement, c'est l'inverse de ce qui s'est passé ici. Donc c'est extrêmement intéressant, puisque le Planspiel peut être utilisé en formation initiale pour tous nos étudiants, en formation continue et alors en recherche. Et suite à nos discussions, à nos partages, aux évolutions, aux thèmes de recherche de chacun, nous avons choisi pour le Planspiel précédent de garder notre volet recherche et d'associer et d'ajouter un volet formation. Et donc on a créé le premier module de formation lié donc aux matières cross-border. Transfrontalière. Ça va bien, merci. Donc lié aux matières transfrontalières, merci beaucoup. Et on a alors impliqué des étudiants ou des jeunes praticiens qui venaient de sortir des études, des praticiens des différentes grandes régions et surtout la nouveauté des décideurs politiques. Et donc ça, c'était vraiment la grande nouveauté, en sachant qu'on est tombé dans la période de la pandémie du Covid qui a impliqué des reports et finalement l'organisation de cet événement en ligne avec donc plus de 50 participants des 5 régions de la grande région. Je peux développer, répondre à toutes les questions. Oui, bon, juste pour ajouter, on joue le Planspiel sur 2 jours. Donc c'est quand même une organisation assez complexe d'assurer ce genre d'exercice sur 2 jours. Mais ce qui est bien évident de vos explications, c'est le fait que le Planspiel a connu une évolution. Et ça, c'est aussi grâce aux membres de notre groupe de travail qui viennent un peu de tous les coins de la géographie ou même au-delà de la géographie. Hein. Tu as parlé de nos collègues auparavant qui sont des géographes à la base, mais qui sont plutôt liés à d'autres disciplines aujourd'hui. Et chacun apporte, je le reformule,
chacun en apportant un regard différent ajoute aussi quelque chose à la méthodologie et à l'évolution de la méthodologie. Si je viens maintenant, tu as parlé du dernier Planspiel qui était un peu différent parce qu'il a eu lieu en ligne. Mais si je pense à l'ensemble de nos Planspiels, en fait, on a fait 3 Planspiels, plus les 2 Planspiels avec les étudiants, que tu peux peut-être aussi encore dire 2 mots à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez observé lors de ces Planspiels? Qu'est-ce qui vous a frappé en tant qu'organisateur? Je sais que je vais vous dire par après ce qui m'a frappé moi. Je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus en observant le Planspiel? Hélène. Ce qui m'a frappé, c'est la quantité impressionnante d'apports grâce à la méthodologie qui a été choisie, la qualité des interventions de chaque participant, la création d'un réseau assez fort parce que sont mélangés des praticiens de différents niveaux, des élus de différents niveaux, que ce soit des ministères ou du niveau local et autres, que certains peuvent avoir un sentiment de compétence plus ou moins important. Et là, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Et donc, ça a généré des dynamiques relationnelles, professionnelles très fortes et aussi des dynamiques d'apprentissage très fortes. Moi, je me suis centrée évidemment surtout sur le regard de la formation et des apprentissages. Et donc, dans le cadre du dernier Planspiel, qui est devenu un vrai module de formation à part entière, j'ai eu l'occasion effectivement de nourrir les réflexions et d'apporter certaines parties qui concernent justement les apprentissages et la capacité des participants à prendre du recul sur toute l'activité qu'ils viennent de vivre pour pouvoir analyser les processus en cours et pouvoir alors les transposer dans leur pratique professionnelle, puisque l'idée d'une formation, c'est bien celle-là. Et donc, toutes ces données sont en cours d'analyse, en sachant qu'à côté, il y a tout le travail d'analyse, toujours des questions de recherche spécifiques à la culture de planification que nous faisons avec le groupe en parallèle. Tu peux peut-être développer ce volet-là ou préciser ce qui t'a le plus marqué. Juste pour préciser, donc cet exercice de réflexion est devenu partie intégrante de la méthodologie. Exactement. C'est ça ce que tu voulais dire. Exactement, tout à fait. En fait, dans les travaux de recherche, j'ai pu identifier, comme je le disais tantôt, que le Planspiel est très très utilisé, en particulier en sciences politiques et en sciences économiques. Et comme toute méthode qui est souvent très utilisée, elle commence par dévier et certains intervenants revendiquent des Planspiel, mais à l'arrivée ne répondent plus à toutes les caractéristiques. Donc j'ai pu un peu fouiller pour identifier quelles sont vraiment les caractéristiques essentielles des Planspiel, qu'est-ce qui les distingue d'un jeu de rôle, qu'est-ce qui les distingue d'une simple étude de cas. Et là, on observe des éléments comme le fait que dans un Planspiel, on peut travailler des situations réelles extrêmement complexes, comme l'aménagement du territoire au quotidien, on est vraiment centré sur l'action. Donc tous les participants interviennent, sont actifs, et on est dans un scénario ouvert, contrairement à certains jeux de rôle ou d'autres méthodologies. Nous, les organisateurs, n'avons aucune idée du résultat final de l'activité qui va se dérouler. Et ce n'est pas le résultat final qui est l'essentiel, c'est l'ensemble du processus, avec vraiment cet intérêt dans un Planspiel d'avoir une place de l'erreur qui est en fait très importante et très utile pour une formation, puisque on peut simuler des systèmes complexes réels, et que dans les décisions qui vont être prises, ils vont devoir, dans la suite de l'activité, subir ou justement bénéficier des conséquences. Mais nous sommes dans une activité de simulation.
Donc les conséquences vont rester au sein de l'activité de simulation et quand ils vont revenir dans le milieu professionnel, à ce moment-là, effectivement, une erreur décisionnaire pourra avoir des conséquences majeures et donc grâce aux activités qui auraient été simulées, d'où l'intérêt du Planspiel, ils peuvent améliorer et réfléchir autrement les pratiques qu'ils ont dans la sphère professionnelle. Beate, was hat dich fasziniert? Als Beobachter, nicht nur als Organisatorin, sondern auch als Beobachterin eines solchen Planspiels. Naja, es ist ein sehr, sehr komplexes Ding, wie Helene schon gesagt hat, auch mit sehr viel Aufwand verbunden, aber doch immer schön, dass die Personen, die teilnehmen, das auch sehr wertschätzen und auch in den Reflexionen, die angestanden haben, auch immer wieder was für sich nach Hause mitnehmen konnten. Das fand ich sehr schön, also dass da wirklich ein Lernen auch stattfindet. Und das auch die Bereitschaft, dass Leute kommen, dass sie dabei sind, dass sie sich dafür interessieren, ist ja schon mal auch eine gute Sache, über die Grenze hinweg zu gedenken, sich auszutauschen. Und dass eben auch gelobt wird und dass die Leute das auch wirklich für sich gut mit nach Hause nehmen und damit dann vielleicht auch was machen. Also und vielleicht das langfristig dann auch hilft, bei den Studierenden beispielsweise, dass sie einfach ein offenes Auge für den Grenzraum haben, aber auch bei den Praktikern, dass sie dann nochmal bewusster wissen, was passiert auf der anderen Seite der Grenze. Also ich finde den Austausch einfach eine sehr schöne Sache, die sonst im Alltag halt selten stattfindet oder wenig oder mit wenig Zeitaufwand. Kaum stattfindet, würde ich in sehr vielen Fällen sagen. Ja. Je peux compléter pour répondre à ta question de tout à l'heure sur l'intégration de la partie réflexive. En fait, quand le Planspiel est utilisé en méthode de recherche ou bien de manière générale par rapport aux lectures que j'ai pu faire, il y a normalement 3 grandes phases dans un Planspiel. Il y a la première phase où les participants doivent prendre connaissance de toutes les règles, de ce qui va se passer. Et donc, nous leur fournissons les documents et aussi du cas d'étude, puisque tu l'as bien montré avec la carte. Ils ont un territoire qui n'est pas le territoire réel, mais qui en a les caractéristiques. Donc, nous avons dû définir toutes les caractéristiques. Pour la Wallonie, nous avons pris les caractéristiques de la province du Luxembourg, etc. Oui. Des caractéristiques qui ne sont pas trop loin des caractéristiques de la région, mais pas tout à fait. C'est ça, tout à fait. Avec cette idée qu'effectivement, dans le Planspiel que nous avons initié, comme Beate l'a expliqué, les participants jouent leur propre rôle. Alors que dans un Planspiel, on peut donner d'autres rôles aux participants, mais ici, dans un objectif de recherche, l'idée est bien qu'ils utilisent leurs réflexes habituels pour répondre à la consigne de l'activité de simulation. Et donc ça prend déjà un temps certain. On leur a même envoyé les documents à l'avance pour qu'ils aient le temps de les lire et de s'imprégner. Ensuite, on a l'activité de simulation à proprement parler qui est définie avec, dans notre cas, le plateau de jeu, où les participants avaient comme mission de développer une région qui était en recyclage. C'est une ancienne zone industrielle à reconvertir et qui est transfrontalière. Exactement. Et donc, nous avons donné différents jetons qui représentent des fonctions du territoire. Chaque fois, tout a été réfléchi. La forme des jetons correspond à une telle superficie. Donc tout cela est implémenté et vraiment expliqué. Et alors, dans un Planspiel, on a une dynamique particulière qui fait que on a des sous-groupes et puis des moments en commun. Donc, ça nécessite, comme tu l'as dit, une logistique extrêmement importante en termes d'organisation, à la fois en termes de structuration de l'activité, à la fois en termes de bâtiments, de lieux, puisqu'il faut des endroits pour que chaque petit groupe puisse travailler. Et donc, la majorité des Planspiels se concentrent sur ceci, et pour les objectifs de recherche initiaux du groupe de travail, c'est tout à fait suffisant, et la journée se terminait par une petite évaluation, comment avez-vous vécu l'activité. Et par rapport aux recherches, ce qui est démontré, c'est que quand on passe alors dans un volet de formation, il est très très important d'avoir une partie réflexive. Et c'est justement celle-là qui, dans la plupart du temps, fait défaut. Et c'est pourtant la partie la plus importante pour assurer un transfert entre ce qui s'est vécu
et ce qui va être vécu dans la réalité, ou assurer aux participants de mettre le doigt sur les apprentissages effectifs de l'activité. Et donc, effectivement, le groupe m'a laissé l'opportunité de nourrir et d'apporter ces nouvelles phases de travail en fin de jour 1 et de jour 2, et qui pourraient aussi... rêvons d'un futur idéal, en fait, se prolonger par le fait de pouvoir recontacter les participants, puisque certains Planspiel incluent heureusement quand même cette partie-là, mais on n'a pas forcément toujours l'évaluation sur le long terme pour voir quels ont effectivement été les éléments qui ont été transférés. Et donc, dans notre cas, il faut trouver l'équilibre entre les questions de recherche spécifiques à l'aménagement du territoire et le fait d'avoir construit pour la première fois un module de formation avec cet avantage qu'il peut être reproductible. Et donc, en fait, la méthodologie du Planspiel a énormément d'apports et d'atouts en termes de recherche et de formation. Elle implique cependant beaucoup de contraintes organisationnelles, ne serait-ce que par le nombre d'intervenants et d'accompagnants qui sont nécessaires, et donc il faut pouvoir faire la balance entre ces éléments-là. Et en effet, il existe des Planspiel ici, on a dit 2 jours, ça peut être assez courant et parfois ça peut se prolonger sur plusieurs semaines. Nous avons choisi de le mettre sur 2 jours avec cette idée de pouvoir rassembler les gens. Donc c'est ce qu'on a pu faire sur les 2 premiers Planspiel en un seul lieu, ce qui favorisait également les interactions informelles, puisque il faut être bien conscient qu'on analyse à la fois les interactions formelles dans le cadre du jeu, mais toutes les pauses, toutes les activités de fin de journée étaient aussi propices en fait à des interactions utiles à la fois pour le réseautage et utiles pour le jeu. De nouveau, on en a tenu compte dans nos réflexions, puisque tout ce qui est vécu le jour 1, on tient compte des interactions informelles qui existent aussi dans la réalité pour le début de l'activité et la reprise des activités au jour 2. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand on pense à tous les volets, tous les aspects, rien n'est laissé au hasard, et il y a un grand travail là-bas derrière, et c'est une grande différence, je pense, par rapport à une méthode qui serait utilisée juste parce qu'on la trouve chouette et qu'elle existe. Ici, il y a vraiment ce travail qui a pu être affiné au fil du temps, et comme tu l'as dit, grâce à l'apport et au nouveau regard des membres du groupe de travail. C'est justement là un des points qui m'a fasciné le plus, le fait que rien n'est laissé au hasard. La première fois que j'ai participé, on a très bien vu que les pauses, comme tu dis, les activités du soir, faisaient en fait partie intégrante du jeu. Sans que nous ayons rendu compte de cela, les gens continuaient à parler du jeu, à négocier lors du dîner du soir. Et ça, on a su bien intégrer dans le jeu, dans la deuxième fois ou le troisième jeu en particulier. Et on l'oublie souvent. Les gens ne s'arrêtent pas. Tout d'abord, les gens, ils oublient très très vite qu'il s'agit d'un jeu. Ça, je trouvais, et je le trouve toujours fascinant. Après 5 minutes, 10 minutes, ils ont oublié qu'il s'agit d'un jeu. Et ils sont très investis. Ça nous arrange. D'accord, c'est justement ça. Ouais. Mais je crois que c'est pour ça qu'on peut aussi dire que ça fonctionne. Justement, à cause du fait qu'ils oublient qu'ils font partie d'un jeu. Et puis, il y a vraiment un exercice de co-création qui a lieu. Même s'il y a des négociations, même s'il y a des désaccords ou, je sais pas, certaines décisions où pas tout le monde est d'accord avec, mais c'est vraiment un exercice de co-création. Et ça, je trouve super intéressant, parce que c'est pas évident du tout pour 50 personnes de se mettre d'accord sur un schéma ou un plan de développement, même si c'est fictif ou pas. Et puis, un autre point qui m'a frappé beaucoup, c'était le fait que, surtout lors du dernier jeu qu'on a fait, où on a invité non seulement des praticiens, mais aussi des étudiants et des élus,
que les praticiens étaient contents de partager leur savoir-faire avec les étudiants. Et les étudiants étaient contents, fascinés de leur poser des questions, de voir comment on travaille en tant qu'aménageur au quotidien. Parce que ça, souvent, et on est bien conscient de cela, nous on ne peut pas leur enseigner ça dans nos formations, c'est très difficile. Ils peuvent faire des stages, bien sûr, pour justement avoir ce regard. Mais là, je crois, en ces 2 jours-là, on a vraiment su intégrer, disons, le monde des praticiens et le monde des étudiants. Cela m'a vraiment frappé beaucoup. C'est effectivement ce qu'ils ont signifié. Quand ils sont en stage, ils ont une position de stagiaire. On les autorise à être là sur le côté. Et ici, ils ont eux-mêmes spontanément expliqué que grâce à la manière dont nous avons fonctionné, ils ont pu prendre la parole. Pied d'égalité. Effectivement, être sur pied d'égalité. Les praticiens étaient au final très heureux d'entendre, puisqu'ils étaient jeunes diplômés ou en passe d'être diplômés, tous les apprentissages actuels et de réouvrir un petit peu des portes à ce niveau-là. Et les étudiants étaient très heureux d'avoir ces apports des praticiens pour tout ce qui concerne les études de cas déjà vécues et concrètes. Et on avait vraiment un échange très, très fort à ce niveau-là. Also ich denke, das ist auf jeden Fall toll, dass der Austausch zwischen den Praktikern und den Studierenden in diesem Planspiel erfolgt, dass man eben, wie ihr gesagt habt, dass sie da dann auf einer Ebene stehen und dass sie dann eher weniger die Scheu haben. Ich glaube, am Anfang waren sie noch etwas vorsichtig, aber nach ein paar Minuten und am Ende des Tages... Recht schnell, aber man hat schon gesehen, dass das natürlich, es bedarf doch etwas Zeit, um dahin zu kommen, aber es hat recht schnell funktioniert. Genau, nee, das war auch ein Feedback von den Studierenden aus Deutschland auf jeden Fall. Was ich noch gerne erwähnen wollte, um jetzt nicht nur alles zu loben, aber noch eine Herausforderung auch darzustellen, ist die Sprache. Also ihr habt gesagt, ne, die Praktiker haben miteinander auch noch in der Freizeit oder in den Abendaktivitäten gesprochen. Das stimmt auch. Aber es war trotzdem ein bisschen segregiert nach eben den Sprachkenntnissen der Personen. In der Großregion ist es eben so, häufig die Luxemburger können häufig beide Sprachen, wie es auch hier der Fall ist. Ne? Tom spricht perfekt Deutsch und Französisch. Und dann sind dann andere Leute aus Deutschland, die dann eher vielleicht noch Englisch sprechen, aber nicht so gut im Französischen sind und französische oder belgische Praktiker oder Studierende, die dann eben nicht so gut das Deutsche sprechen. Und das ist halt immer sehr schade. Beim Planspiel schaffen wir das, weil wir die Unterstützung von Dolmetscherinnen haben, die das dann wirklich simultan quasi in die Ohren spielen, was die anderen gesagt haben. Aber auch das kann Herausforderungen haben, weil Begriffe häufig auch nicht genau das Gleiche bedeuten, ne, wenn man das direkt übersetzt und so weiter. Aber das ist halt dann in diesen Phasen, wo die Praktiker eben oder die Studierenden beisammen saßen, wo dann der Dolmetscher nicht direkt da war, da sind halt immer noch deutliche Hemmnisse zu erkennen. Die Verdolmetschung hat natürlich schon dazu geführt, dass der Austausch nicht ganz so fluid sein kann, wie das vielleicht ansonsten der Fall gewesen wäre, was man sehr gut, glaube ich, auch bei den Abendessen oder den Kaffeepausen gemerkt hat, dass die Leute, wenn sie in ihren eigenen Sprachen sprechen, doch ganz anders auch miteinander umgehen. Was natürlich auch Teil unserer Forschung ist, und diese Beobachtung ist für uns natürlich auch sehr, sehr spannend gewesen, das zu machen. Deswegen auch, meinte ich vorhin, Abendessen, Pausen sind auch integraler Bestandteil unserer Forschungsübung. Ja, aber ce qui peut être vu comme un obstacle, parce qu'effectivement, ce problème de la langue peut être vu comme un obstacle, grâce à la qualité de l'interprétation qui a été soulignée par les participants. Ils ont osé, ils ont vécu quelque chose qu'ils ne vivraient pas autrement, puisque certains francophones ne maîtrisent pas du tout l'allemand et inversement. Et dès lors, même dans les moments informels, ils vont tester, ils vont se rapprocher, ils vont parler en anglais. Effectivement,
c'est quelque chose au sein du groupe de travail. On parle allemand, français, anglais et donc on s'est habitué et on doit chaque fois bien repenser que ce n'est pas le cas pour les autres participants. Et dans les rôles justement et les intérêts du groupe de travail, je pense que c'est un apport aussi et un atout que l'on a puisqu'on a mis autour de la table des décideurs locaux allemands, francophones, luxembourgeois, mais ils pouvaient choisir leur langue du coup. Ce qu'ils ne feraient pas du tout spontanément. Le français va aller vers le belge et les allemands vers les allemands. Les luxembourgeois font un peu les traits d'union ou alors ils traitent avec les uns et avec les autres plutôt dans la réalité. Donc c'est vraiment un apport et un atout important par rapport à ça. Also oft werden Planspiele als nicht ernsthafte Forschungsmethode aufgefasst, insbesondere natürlich von Leuten, die nicht mit Planspielen arbeiten. Wir haben uns auch dazu in der Gruppe mehr als einmal den Kopf zerbrochen. Seid ihr beiden der Meinung, dass Planspiele wirklich keine ernsthafte Forschungsmethode darstellen? Nach den Erfahrungen, nach dem, was wir eben berichtet haben, habe ich das Gefühl, dass wir alle drei aber der Meinung sind, dass es durchaus eine sehr ernsthafte Forschungsmethode ist. C'est une méthode le planspiel, c'est une méthode de recherche très très sérieuse et pas comme on le présente des fois à l'extérieur, un truc un peu flou, un peu voilà, c'est nice to have, mais bon, ça ne sert à rien. Je pense que tu es convaincu et nous sommes convaincus grâce à la méthodologie que nous avons mise en place et qui s'appuie sur les recherches. On est allé voir d'abord à l'origine du groupe, tu peux me corriger si je me trompe, si la méthode va être pertinente d'abord pour répondre aux questions de recherche. C'était déjà une première chose avec un premier essai qui a montré déjà des résultats positifs. Et donc après on a capitalisé là-dessus et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de littérature sur plein de planspiels qui sont en fait devenus, comme tu le dis, des petits jeux. Et dans les éléments importants, il y a en effet le simple fait d'évoquer la notion de jeu peut être perçu comme positivement ou négativement et notamment tout simplement le fait de parler d'activité de simulation dans la présentation, ça va en effet changer les choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les praticiens et les élus que l'on a pu convier étaient vraiment très intéressés par la thématique, par cette idée de rencontrer les autres intervenants. Si effectivement la demande initiale avait été de participer 2 jours à un jeu, je ne pense pas qu'on aurait eu les mêmes réponses. Et le fait de participer à la fois à un module de formation, à la fois, comme tu l'as dit, d'avoir un échange avec les étudiants, élus et praticiens se côtoient quotidiennement, mais dans des rapports de hiérarchie parfois, ou en tout cas avec des rôles vraiment bien définis. Avoir cet apport avec les étudiants et ils ont eu l'agréable surprise de voir qu'ils apprenaient aussi beaucoup grâce à ces échanges avec les étudiants. Ce n'était pas dans un seul sens, c'était bien un échange réciproque. Et j'ai perdu le fil de mon idée. Pas de souci. C'est l'idée du serious game. Donc oui, la sériosité c'est ça. du jeu. Oui, voilà. Et donc, les apprentissages tout à fait réciproques et le fait aussi de savoir qu'ils allaient contribuer à des travaux de recherche. Je pense que quelque part, certaines personnes vont être sensibles à ça et étaient sensibles au fait que par notre engagement, nous nous engageons à produire des résultats dans le respect de l'anonymat de tous les participants, mais qui vont effectivement être utiles de manière concrète et eux sont donc en attente d'un retour de ce qui va être produit et analysé par rapport aux activités. Et donc cela donne différentes raisons qui font que les participants se sont investis, que ce soit pour l'une ou l'autre de ces raisons et qu'ils vont donc retirer des éléments positifs, soit par rapport à cette raison initiale, soit découvrir des choses et des apports du module qui a été mis en place auxquels ils n'avaient pas pensé au départ. Absolument. Merci pour
souligner tout cela. Tu veux ajouter quelque chose? Ja, vielleicht. Ich denke, dass die Planspiele eben gerade für diesen komplexen Kontext, in dem wir uns bewegen, mit der grenzüberschreitenden Raumplanung und den vielen verschiedenen Ebenen und Elementen, die herausfordernd sind, eine sehr gute Forschungsmethode ist, eben weil es erlaubt, zu abstrahieren und weil es erlaubt, diesen Raum vielleicht greifbarer zu machen, zu erleichtern und dann wirklich auch Ergebnisse zu erlangen. Je pense que c'est aussi une bonne méthode de recherche en fonction de l'analyse et des choix qui vont être faits pour analyser les données. C'est ça qui va déterminer la qualité et les résultats qui vont sortir. Bon, bien sûr, normalement, on choisit la méthode en fonction des questions de recherche, n'est-ce pas? Et non pas vice-versa. Donc, c'était le cas ici aussi. On a formulé les questions de recherche et puis on a choisi les Planspiel comme méthode pertinente pour faire cela. Et je crois qu'on est sur la bonne piste, sachant qu'on a déjà des idées sur comment faire évoluer le Planspiel encore davantage. On ne sait pas encore trop bien quand aura lieu le prochain Planspiel. Probablement dans le cadre du projet LATI, un projet Interreg qui vient d'être approuvé, où on se pose justement aussi la question des cultures de planification et de l'aménagement du territoire transfrontalier. Mais bon, c'est encore un peu trop tôt de parler concrètement d'un 4e Planspiel. Mais au niveau de cette évolution du Planspiel, est-ce que vous avez des idées? Selon vous, quels sont les changements ou les adaptations plutôt qu'il faudra faire? Je pense que ça dépend. Toi, tu sembles avoir une idée concrète, voilà. Je pense que ça dépend, comme tu l'as bien dit, de l'objectif de l'activité. Il y aurait vraiment, sur base des résultats de la dernière activité, un intérêt à pouvoir pérenniser cette activité, à la proposer aux étudiants avec des praticiens et des élus dans un cadre de formation. Alors, pour les étudiants, c'est la formation initiale. Pour les praticiens et les élus, c'est de la formation continue. Et donc, si on l'organise dans ce cadre-là, on va pouvoir retirer ou adapter certaines parties par rapport à cette dimension-là. Et on va pouvoir aussi se poser la question, en fonction des moyens et de la particularité linguistique, de ce que l'on souhaite voir en termes d'apprentissage. Est-ce qu'on le fait, par exemple, Belgique, Luxembourg, France, ou voilà, ça pourrait se faire aussi de cette manière-là. Si on choisit de privilégier le volet question de recherche uniquement lié à l'aménagement du territoire, donc là, je retire les questions de recherche, justement, de méthodologie, de didactique et d'enseignement. On pourrait de nouveau alléger certaines parties, renforcer d'autres parties. Et donc, la réponse à la question dépend vraiment des objectifs de la réalisation d'un prochain Planspiel. Mais je crois que tu as bien souligné le point de l'adaptabilité de cet outil. C'est une des forces. Je crois que c'est une des forces, mais aussi un des défis pour l'évolution future. Voilà. Beate, hast du noch weitere Ideen, wie wir das Planspiel verbessern können? Ich weiß nicht verbessern. Ich glaube, wie Helene schon gesagt hat, hängt es wirklich davon ab, was das Ziel ist. Ich glaube, das Planspiel, so wie wir es jetzt durchgeführt haben, ist sehr, sehr gut zu gebrauchen, auch. Also es macht Sinn, das mehrfach in dieser Art fortzuführen, damit man auch vergleichen kann, die Daten. Wir laden ja nicht, also es kommen immer so 3 bis 4 Praktika einer Region. Das heißt, es macht Sinn, das immer wieder zu wiederholen, um auch vielleicht irgendwann belastbare Daten zu haben, um wirklich konkret zu sagen, naja, so sieht die Kultur vielleicht in Deutschland tendenziell aus und so in Frankreich und so in Luxemburg. Und ich glaube auch also sowohl in der Forschung als auch für eben den Austausch grenzüberschreitend, auch in der Lehre oder in der Ausbildung, eignet sich das schon sehr, sehr gut. Aber es ist sehr komplex.
Wie Helene schon gesagt hatte, man könnte über bilaterale Planspiele nachdenken zwischen 2 Ländern oder sogar nationale Planspiele. Also einfach, das hatten wir auch schon mal mit Studierenden gemacht. Wir haben das Planspiel genommen, so wie es war, und haben dann deutschen Studierenden die Rolle eines belgischen Planers gegeben und einem französischen Planers, um denen auch die Möglichkeit zu geben, anhand der Materialien, die wir auch vorbereitet hatten, sich reinzudenken in die Position. Wir hatten auch vorbereitet, wie sieht die Planung oder was sind die Ziele des Landes, und die waren ja zwar abstrakt, aber auch ähnlich der eigentlichen Planung, um dann diese Möglichkeit zu geben, nochmal sich reinzudenken in eine andere Rolle. Das hattest du ja vorhin auch gefragt, ne? Das kann man eben auch national verwenden und damit die Studierenden auch so ein Bewusstsein kriegen für die Unterschiede und dann auch reflektieren können darüber. Was man machen könnte, also es war ursprünglich auch der Gedanke, so ein Planspiel zu entwerfen, was modular anpassbar ist, zum Beispiel auch an verschiedene Themen. Also zum Beispiel zu sagen, wir forcieren jetzt inhaltlich nochmal das Thema Non-Atlantic oder Hochwasser und versuchen das Planspiel so, wie es ist, mit den groben Regelungen einfach auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren, um dann in diesem Bereich eben Erkenntnisse über Unterschiede oder planungskulturelle Themen zu erlangen. Das ist momentan nämlich, weil du es eben ansprichst, entschuldige bitte Helene, aber das ist genau der Punkt, das ist momentan sehr generell gehalten. Thematisch gesehen könnte man das noch definitiv etwas weiter zuspitzen, damit man nicht unbedingt 2 Tage braucht, um es durchzuspielen. Das wäre vielleicht auch noch eine sehr gute Idee. Pardon, Hélène, je pense aussi que grâce à la pérennisation de l'UNIGR-CBS, il y a une opportunité à saisir effectivement si on est dans une optique de formation pour pouvoir mettre en place par exemple ce module tous les 2 ans. Il faut savoir qu'il faut tenir compte des spécificités aussi d'enseignement. À l'université de Kaiserslautern, ils peuvent créer des nouveaux cours très rapidement. À l'université de Liège, il faut les prévoir 2 ans avant. Et donc, le fait de pouvoir pérenniser cela va être adapté évidemment à chaque université. Et on a la chance que nos recteurs ou nos présidents d'université et responsables d'université sont partie intégrante de l'UNIGR-CBS et donc permettent de faciliter au sein de l'UNIGR-CBS le développement de ces activités. Là, je peux peut-être aussi dire 2 mots. Pour l'Université de Luxembourg, je peux dire que la directrice d'études de notre master, elle est très contente de voir comment on a su développer notre Planspiel. Elle a même participé la dernière fois. Elle est très contente et elle m'a déjà demandé à plusieurs reprises sur comment faire pour justement utiliser le Planspiel dans nos cours. Donc ou bien en développant un nouveau cours, ou bien en l'intégrant dans des cours déjà existants. Et je crois que ça c'est aussi important, non pas seulement disons, au niveau des recteurs ou des vice-recteurs des universités, mais vraiment au niveau de ceux qui sont responsables pour les formations continues dans nos universités, de les faire comprendre ce qu'on fait, sur comment on peut l'utiliser dans les formations. Je crois que ça, c'est un élément je pense que grâce à notre motivation et aux résultats, les responsables de chacun des membres du groupe... Je crois qu'on fait déjà un très bon travail à ce sujet. Écho à ce sujet-là, oui. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende unserer Diskussion angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Beate. Je te remercie, Hélène, pour ton input. Je crois qu'on a fait un peu le tour du table de toutes les dimensions qui pourraient être intéressantes pour nos spectateurs. Merci. Merci beaucoup à toi pour la modération. Et non, c'était un grand plaisir et je crois que j'espère au moins qu'il y aura encore plein de Planspiel de notre côté. Au moins, ça fait 2 ans maintenant qu'on a pu faire le Planspiel. 2 ans, voilà. Je crois qu'on ne va pas tarder trop longtemps pour faire le prochain Planspiel. Merci beaucoup et voilà. À bientôt. Merci, à bientôt, voilà. Merci, Spike.